vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tous les cinémas, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, réouverture de la piscine du Carbet après 15 mois de travaux. Une cérémonie a permis d'officialiser la bonne nouvelle aujourd'hui. Les élus de la CTM et le maire de la commune étaient sur place. Le trafic aérien perturbé à cause des importantes chutes de neige à Paris. De nombreux vols ont été retardés au départ et à destination des aéroports d'Orly et Charles de Gaulle. Une situation qui ne perturbe pas les touristes en vacances chez nous. Aujourd'hui, deuxième jour des journées sans portable. L'initiative devrait permettre de pouvoir enfin décrocher de cette vieille addiction. L'utilisation trop intensive de l'outil peut se révéler dangereuse pour notre santé. Nous le verrons avec notre invité. Enfin, troisième épisode de notre série consacrée à la gestion des offices de tourisme de l'île. Nous nous sommes penchés sur la situation de l'Espace Sud qui compte 12 communes partenaires. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les nageurs du Nord Caraïbe l'attendaient avec impatience. La piscine territoriale du Carbet a rouvert ses portes aujourd'hui. Après 15 mois de travaux de réparation, c'est en grande pompe que la présentation des nouveaux locaux a eu lieu, en présence des élus de la CTM et du maire de la ville. Reportage d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. Le bassin est de nouveau rempli. Au sous-sol, la machinerie a intégralement été remplacée. Le chantier n'aura pas été de tout repos. 15 mois de travaux et une structure livrée non sans tumulte, avec beaucoup de retard. Que de cris et de vociférations, je n'ai pas entendu, que d'accusations aussi. Comme si on pouvait prendre un outil qui était désuet et en un coup de baguette magique, le réhabiliter. Début janvier, le conseiller exécutif en charge des sports annonçait la réouverture du site sous 15 jours, promesse partiellement tenue. Il a fallu effectivement, à la suite de plusieurs arrêts, se rendre à l'évidence. Jusqu'à ce jour, on colmatait les brèches. Il a fallu faire des travaux lourds pour un montant total de 630 000 €. Changer les systèmes de filtration, vous l'avez vu, changer les pompes. Ce n'est pas du matériel qui existe en Martinique, qu'il faut acheminer ici et ensuite qu'il y ait des entreprises qui soient performantes pour pouvoir monter tout ce matériel. C'est ce qui a été fait. Cette réouverture, un soulagement pour les clubs de natation notamment, qui ne pouvaient plus s'entraîner correctement et s'étaient mobilisés à plusieurs reprises. Les conséquences de la fermeture se font depuis ressentir. Nous avons eu une petite baisse du nombre de licenciés. Ce qui a été compensé un petit peu par les CARIFTA qui ont eu lieu en 2016 en Martinique, mais ça ne nous a pas permis, et particulièrement le club de l'Olympique Club du Carbet, ça ne leur a pas permis de se développer et d'avoir beaucoup de licenciés, si bien que cette année, ils ont très peu de licenciés. L'enjeu aujourd'hui est donc de faire revenir les licenciés, le grand public, mais aussi les clubs de haut niveau français, étrangers, et de développer de nouveaux projets. Des activités liées au sport santé, pour répondre à ces problématiques de santé publique. Il faut savoir que dans le Nord-Caraïbe, nous avons le taux d'obésité le plus important. Donc nous allons proposer des activités telles que de nouvelles activités, en plus de l'aquagym, l'aquabike, l'aquaprofond, l'aquapalme, des activités pour les tout-petits. Il faut dire qu'en temps normal, 1500 à 2000 personnes par semaine viennent nager dans la première piscine olympique de Martinique. La municipalité a donc connu une longue période de disette. Ce ne sont pas seulement des Caraïbiciens, des Martiniquais qui fréquentent la piscine, mais il y a aussi des Canadiens, il y a aussi des Belges, il y a des Russes. Et cette piscine a fait le bonheur de ballerines russes, par exemple. Et donc tous ces gens-là, quand ils viennent, ils louent. Alors il n'y a plus de marouba, mais ils louent des gîtes. Et puis aussi, ils font profiter le commerce. En attendant le retour des clubs internationaux, dès demain, le grand public, les scolaires et les sportifs pourront de nouveau reprendre leur longueur à la piscine du Carbet. Dans le reste de l'actualité, certaines compagnies aériennes ont été contraintes de reporter certains vols au départ de Paris. En cause, les fonctionnements des aéroports d'Orly et Charles de Gaulle sont très perturbés suite aux importantes chutes de neige. Comme à chaque fois dans ce type de situation, c'est une véritable galère pour les passagers. Voyez ce reportage d'Éric Dupuis. Paris, tout vêtu de blanc, une image qui fait rêver. Mais quand il s'agit de prendre les transports en commun, elle se transforme en cauchemar. André avait pourtant anticipé d'éventuels retards en partant très tôt ce matin de Toulon, ce qui ne l'a pas empêché de vivre un voyage chaotique.
Je suis parti à 6h et des bananes pour arriver à 13h30 au lieu de 10h30. Parce qu'il y a eu 2 trains d'annulés et pendant 2 heures, il y a eu un arrêt suite à des intempéries en fin de la route, du trajet. Fort heureusement, arrivé à Orly, elle avait un temps en retard. Pour Katia, en revanche, toute cette neige a été une aubaine. La préfecture de Paris avait déconseillé aux usagers de prendre la voiture ce mercredi. Cette originaire de Beaufort n'a pas suivi la consigne, alors elle a pu profiter d'une route particulièrement dégagée. J'avais compté à peu près 2 heures de trajet et en fait il n'y avait pas un chat sur le périph' et c'était juste trop bien, une balade bucolique, personne. Alors on est arrivé Saint-Denis-Orly en 20 minutes, donc pour une fois, la neige, merci. Pour ceux qui viennent tout juste d'atterrir, le contraste est flagrant. Malgré les soucis de correspondance et la longue attente pour rejoindre sa destination finale, Charles est conquis par les paysages enneigés. C'est très drôle, c'est une belle différence avec ce qu'on a laissé aux Antilles. Ouais. C'est la première fois que je vois autant de neige en une fois. Les prévisions météo n'annoncent pas de neige pour ce jeudi et prévoient même le retour du soleil, longtemps disparu de la capitale. Le trafic routier et les transports en commun devraient donc reprendre normalement. Une situation qui a logiquement un impact chez nous également. Pas d'annulation au programme, mais certains vols seront retardés. Si la galère est moins pénible au soleil, elle existe quand même. Reportage d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. Cet après-midi, seuls quelques vols étaient affichés retardés à destination des aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle. Mais pas de quoi inquiéter outre mesure les passagers à l'enregistrement. C'est l'incertitude, mais on verra bien. Hein. On va prendre les choses comme elles vont se présenter. Voilà, on n'y peut rien. C'est arrivé plusieurs fois qu'on a eu des retards. Bon, bah, on fait avec. Hein. On n'a pas d'impératif pour rentrer, alors bon, on verra bien. Personne ne m'a rien prévenu. J'étais passé tout à l'heure à l'agence ici. Ils m'ont dit que je serais informé au comptoir. Voilà. Mais je ne me fais pas de soucis, hein, vu que les vols, c'est surtout des vols intérieurs qui ont été annulés. À Paris et en banlieue, il est tombé jusqu'à 12 cm de neige en quelques heures la nuit dernière. Du côté d'Air France, les 2 vols long courriers qui font la rotation entre Paris et la Martinique chaque jour n'ont été que peu impactés par les conditions météo. Les dernières nouvelles, je dirais qu'elles sont plutôt bonnes, puisque les 2 avions que nous attendions d'Air France aujourd'hui ont décollé d'Orly et arriveront. Le premier avec un léger retard inférieur à 1 heure et le deuxième avec un retard supérieur à 1 heure. Alors sur le départ, le premier départ sera assuré dans les temps, à l'heure. Le deuxième départ devrait avoir effectivement un petit retard de l'ordre d'une demi-heure à 1 heure. De l'autre côté de l'Atlantique, les chutes de neige devraient cesser d'ici demain et le trafic aérien reprendre normalement. L'association Martinique Écologie se mobilise contre la chlordécone. Une conférence de presse a été organisée aujourd'hui à Fort-de-France pour présenter les ambitions des membres. Il prévoit de créer un front anti-chlordécone qui regrouperait partis politiques et organisations en tout genre. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. Louis Boutrin et Raphaël Confiant ont édité un livre qui, lorsque je l'ai lu, m'a interpellé. Parce que j'ignorais essentiellement tout le contenu et tout l'itinéraire de cette chronique d'un empoisonnement annoncé qui part depuis les années 72 et jusqu'à ce jour. La chaîne alimentaire commence dans notre bouche et la digestion de ces aliments font que les parties non consommables et non nécessaires à notre alimentation soient éliminées. L'inconvénient de la chlordécone, c'est qu'il est éliminé comme les autres, mais il est réabsorbé dans le tube digestif, ce qui fait qu'il dure beaucoup plus longtemps que la plupart des produits non chlorés. Parce que la chlordécone, mais il y a d'autres qui sont de la même nature que la chlordécone. Il y a une enquête récente qui s'appelle l'enquête Canary et qui visait à connaître un petit peu les comportements alimentaires des Martiniquais au égard à leur exposition au risque. Et ça a été comparé à la concentration dans le sang de la chlordécone. Et aux surprises, enfin pas de surprise, 97% de la population martiniquaise a des traces détectables de chlordécone dans son sang. Au chapitre judiciaire, la famille du pilote martiniquais Rémi Plézel attend toujours la vérité 3 ans après le crash de son vol. Souvenez-vous, le 7 février 2015, le corps du martiniquais pilote de la compagnie AirAsia était récupéré après 6 semaines de recherche en mer de Java. Originaire du Marigot, il était précisément
copilote lorsque l'avion a disparu des radars le 14 décembre 2014. Aujourd'hui, Roland et René Plézel, la mère et la fille du pilote, accusent le constructeur Airbus et son sous-traitant d'homicide involontaire. Les deux femmes et leur avocat Alex Ursulé ont eu rendez-vous aujourd'hui au pôle financier du tribunal de Paris, mais la juge d'instruction a confirmé sa première décision. Elle ne veut pas poursuivre les constructeurs aéronautiques. Voyez les réactions recueillies par Éric Dupuis. Je suis très choquée de voir ça, en l'Indonésie nous prendre pour des revenants. On connaît un peu. On n'est pas trop des imbéciles. On comprend tout ce qui veut se faire. Mais on va poursuivre jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez, vous, exactement? Je veux la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans ça. La question, c'est les investigations qui devaient être faites. L'ont-elles été, notamment chez Airbus, puisqu'on a la preuve maintenant qu'une pièce défectueuse est en leur possession, et sur cela, ils ne répondent pas. Et je trouve ça profondément choquant. Nous avons demandé donc un acte important au terme de cette instruction, c'est-à-dire de se rendre sur les lieux, de se transporter sur les lieux, et ensuite de saisir la pièce défectueuse qui est actuellement chez Airbus. Donc nous attendons, et comme dit Mme Plézel, nous irons jusqu'au bout. Le téléphone portable est interdit au volant, même moteur arrêté. La Cour de cassation l'a confirmé le 23 janvier dernier en approuvant l'amende d'un conducteur qui s'est égaré au bord de la route. Selon la loi, il ne faut pas confondre être en circulation et être en mouvement. Selon le lieu où vous vous trouvez, bord de la route ou parking, vous pouvez être verbalisé. Voyez les explications de Pierre Tréfou. Non, couper le moteur de son automobile pour téléphoner ne permet pas d'échapper à une verbalisation et un automobiliste peut être sanctionné pour l'usage du téléphone tenu en main alors qu'il serait en stationnement. La réglementation n'a pas vraiment changé. En fait, c'est l'interprétation de la Cour de cassation, donc la plus haute instance judiciaire, qui estime qu'effectivement s'arrêter au bord de la route pour téléphoner n'est pas autorisé et constitue l'infraction de téléphoner au volant. Parce que vous pouviez être verbalisé pour le stationnement interdit ou le stationnement irrégulier, mais pas forcément pour le téléphone au volant. Là, ils estiment que si vous téléphonez en plus, c'est cette infraction-là qui est la plus grave et la plus sévèrement réprimée qui sera retenue. L'infraction est punie d'une amende de 135 € ainsi que de la perte de 3 points de permis de conduire pour 3 ans. Toutefois, pour qu'une voiture arrêtée, moteur coupé, soit considérée comme en circulation, il faut qu'elle se trouve sur une voie de circulation et non sur une place de parking, une sanction qui divise les automobilistes. Quand tu téléphones, tu ne fais pas attention devant que tu... Merde, devant les gens qui sont à droite et à gauche, tu fais attention, tu as au téléphone. Tu as au téléphone. Tu oublies tout que tu fais pour ton téléphone. Simplement, je suis d'accord. Oui et non, il y en a pour les deux. C'est vrai que ça oblige les gens d'un coup à soit se rabattre d'un trait, donc effectivement ça peut créer des accidents. Il ne faut pas pousser à un moment donné, c'est bon quoi. Non. Tout est bon pour prendre de l'argent. Cet été, la vitesse sur les routes nationales françaises va passer de 90 à 80 km/h, avec pour objectif de baisser le nombre de tués sur la route. Sur un parking ou dans la rue, il ne vous reste plus qu'un jour pour participer aux 3 journées sans téléphone portable. L'outil est devenu au fil du temps un incontournable pour certains et une addiction. L'idée, en tout cas, il vous reste encore au moins la journée de demain pour l'appliquer et de faire une détox digitale. Reportage de Loïc Richis. Ils sont partout, dans la rue, les voitures, salons de coiffure. Les téléphones portables sont des objets du quotidien. Décrocher de son mobile pour certains, c'est hors de question. Comme des millions d'utilisateurs sur Terre, les Martiniquais ne dérogent pas à cette addiction. Là, c'est devenu une dépendance, donc il faut calmer ça. C'est le réveil, c'est le quotidien, c'est devenu un problème, on va dire maintenant. Si tu n'as pas ton téléphone, tu es perdu. Ça prend une grande partie dans ta vie forcément, puisque moi je suis du genre à écouter beaucoup de la musique. Ça te permet de rester connecté par rapport à l'actualité, tout ça. Grâce à mon téléphone, je reçois beaucoup d'actualités. Une journée sans portable, c'est inimaginable. Alors voir 3 jours. Non, c'est impossible. Nous sommes en 2018, il faut qu'on arrête les bêtises là, toi. Internet, WhatsApp, enfin, moi je suis très basket, donc du coup pour aller voir les actualités du basket, mais c'est impossible. C'est 4 jours, mais vous êtes fous, c'est l'Amérique, on a l'impression de retourner à l'âge de pierre. Ça va pas être possible. Maintenant que je ne travaille plus, donc j'ai tout mon temps et je réalise que je suis en permanence sur le portable. Accro? Donc accro.
À la limite, on va dire ça. Selon des spécialistes, il existe des liens avérés entre les ondes des téléphones et certaines maladies. Même si on y pense parfois, l'utilisation régulière de ces objets ne diminue pas pour autant. On sait qu'il y a des risques, mais au final, on l'utilise tout de même. Il faudrait que la prévention de la santé l'emporte légèrement dessus sur l'utilisation quotidienne, mais ça reste quand même avant tout un outil dont on peut plus s'en passer maintenant. Depuis 2001, l'écrivain français Philippe Marsollier invite des milliers d'usagers à repenser leur rapport au téléphone portable, une sorte de détox digital, parfois difficile à mettre en application. Et pour parler plus largement de l'impact que les téléphones portables ont dans nos vies, nous recevons un représentant d'Antenne Passive, Pascal Noquet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on vient de le voir dans le reportage, il est de plus en plus difficile de se passer des téléphones portables aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas sans conséquence. On va en discuter justement en se basant sur des études qui ont été réalisées. Comment l'abus du téléphone portable peut-il être dangereux pour notre santé déjà ? C'est exactement ça le terme, c'est l'abus, c'est le fait d'utiliser trop le téléphone portable et de trop en contact avec les ondes électromagnétiques du téléphone portable. Après, comme vous disiez, il y a des études qui ont été réalisées, il y a les pour, il y a les contre, mais il faut quand même appliquer le principe de précaution, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été révélées, l'OMS est allé quand même jusqu'à appliquer quelque chose et à décréter que les ondes électromagnétiques étaient potentiellement cancérogènes en 2011. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, un décret qui a été voté en 2016 pour protéger les salariés des entreprises des ondes électromagnétiques. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc c'est ça, il faut commencer à réfléchir. Ces 3 journées étaient là un peu pour ça, depuis 2001. C'est pour qu'on se détoxe, comme vous disiez tout à l'heure, pour voir un peu l'impact du téléphone portable sur nos vies et surtout sur notre santé. Alors, y a-t-il des réflexes de base à adopter pour se protéger ? Pour se protéger, très simplement. En fait, l'idée pour se protéger, c'est d'éloigner la source d'ondes. Utilisez les écouteurs, si vous pouvez. Mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'éloigner la source des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les téléphones portables. D'ailleurs, quand vous regarderez votre notice de téléphone ce soir, vous allez voir qu'en fait, au niveau de la précaution d'utilisation, c'est marqué dedans, vous devez l'utiliser entre 0,5 et 2 cm du corps, voire 2,5 cm du corps. Ah ben c'est difficile pour appeler en faisant ça. C'est assez compliqué pour entendre la personne que vous avez au bout du fil. Donc on n'applique pas du tout ces consignes de sécurité. Mais par contre, c'est vrai que c'est marqué dans les notices d'utilisation. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se reculer au maximum de la source pour éviter d'être impacté au niveau de notre santé. Et il y a de mauvaises habitudes on est certainement nombreux à avoir, c'est d'utiliser le téléphone portable comme réveil et de dormir avec. Absolument, absolument. Ça, c'est le pire de tout, si je puis dire. Donc il y a des gens qui vont avoir besoin quand même de leur portable la nuit parce qu'ils ont besoin d'être joints. Donc il ne faut pas revenir là-dessus. L'idée, c'est de l'éloigner aussi. Donc au moins le mettre soit dans la pièce d'à côté, soit à 1 mètre, 1,50 m. C'est compliqué comme réveil. Bon, en même temps, ça va nous aider à nous réveiller. Là, vous allez sortir du lit un peu plus rapidement. Et franchement, si vous n'avez pas de coup de fil la nuit, il y a une façon très très simple. Il va sonner le lendemain. Vous le mettez en mode avion. Alors, toujours concernant les mesures à adopter pour se protéger, il existe des antennes passives. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Donc, en fait, il y a pas mal de sociétés qui arrivent sur le marché qui vous proposent des produits. Le terme générique, c'est antenne passive. C'est quelque chose qui va venir réguler les ondes de vos téléphones portables, qu'émet votre téléphone portable. Donc, dans la régulation, après, il faut essayer d'aller chercher un peu plus en détail dans ces sociétés-là, savoir exactement sur quoi on s'appuie, parce qu'il faut vraiment trouver des sociétés qui tiennent la route et pas vous proposer quelque chose de, excusez-moi du terme, un peu bidon. Comment ça fonctionne concrètement ? C'est à quelle forme on a c'est la substance de cette antenne passive qui va pouvoir, en fait, réguler les ondes. C'est-à-dire que votre téléphone portable dégage beaucoup plus d'ondes qu'il en a besoin pour fonctionner. Et c'est ce surplus d'ondes qu'il dégage qui vous crée des petites sensations de gêne, le mal de tête, peut-être. Les sensations surtout de chaleur. Quand vous téléphonez un peu longtemps avec le téléphone portable, ça vous chauffe l'oreille. C'est les ondes qui vous chauffent l'oreille. Donc l'idée, c'est ça. Ils vont adapter quelque chose qui va venir réguler et laisser passer ce qu'il faut laisser passer pour fonctionner. Et visuellement, c'est quoi ? Ça s'emboîte sur le téléphone ? Visuellement, vous avez plusieurs systèmes. La plupart du temps, c'est des patchs autocollants. C'est des autocollants qui viennent se mettre sur le téléphone portable. Après, vous avez plusieurs types, des gros, des petits, des moyens. Il y en a, en fonction de la composition aussi, c'est complètement différent les uns des autres. Et en gros, voilà comment ça se présente. D'accord. Et on trouve ça où ? Pour ceux qui seraient intéressés. Alors, vous pouvez trouver ça pour le patch dont je parle, en pharmacie, magasin bio.
Et après, sur Internet, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Alors, vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 2017, tous les employeurs sont dans l'obligation de respecter un décret relatif à la protection des salariés contre des seuils trop élevés de champs électromagnétiques émis par les appareils électroniques présents dans l'entreprise. Mais la question, c'est comment faire pour savoir si on est face à trop d'appareils électroniques? Comment nous, salariés, on peut les détecter? C'est un peu le problème, en fait, parce qu'aujourd'hui, donc, il y a ce décret qui est appliqué, enfin, qui est applicable depuis le 1er janvier 2017. Mais pas appliqué en réalité, parce que déjà, on n'est pas au courant. Absolument pas appliqué, parce que c'est un manque de connaissance de ce décret. Et après, en fait, le souci aussi derrière, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de sociétés qui vont venir chez vous pour vous dire, voilà, vous avez tel taux d'ondes électromagnétiques dans votre bâtiment, qui peut impacter la santé des salariés, tout ça. En fait, c'est le salarié qui va se sentir avec une gêne particulière, peut-être un état de fatigue, ça dépend complètement des gens, en fait. C'est ça un peu aussi qui est différent. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de mis en place. Mais à mon avis, dans le futur, il va y avoir des choses mises en place. Très bien, c'est quelque chose à surveiller de près. Merci. Complètement. Merci à beaucoup vous d'avoir répondu à nos questions. Restez sur ATV à suivre. Dans cette édition, nous parlerons du difficile traitement des seringues usagées. Certains de ces déchets se retrouvent dans les ordures ménagères alors qu'un dispositif spécifique permet de les collecter en toute sécurité. Et puis nous irons à Fort-de-France qui s'agite à 3 jours du dimanche gras. Les clients se bousculent pour faire les derniers achats pour parader. Mais avant, passons à l'épisode 3 de notre série consacrée à la gestion des offices de tourisme de l'île. Vous l'aurez compris, ce sont les communautés d'agglomération qui en ont la charge. Hier, nous étions dans le Nord et ce soir, nous parlons du dispositif de l'Espace Sud. 12 communes sont concernées, certaines de gré, d'autres de force. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. En vacances sur l'île, Jocelyne est à la recherche de bons plans pour le carnaval. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est rendue dans ce bureau d'information touristique. C'est toujours important d'avoir le contact avec les gens, des explications qu'on n'a surtout pas sur Internet, puisque souvent ils vous mènent dans des endroits qui n'est pas très bien. Nous, on préfère du local. Anciennement office de tourisme, la structure est désormais directement rattachée à l'office de l'Espace Sud. Un changement de statut qui a demandé à Guylaine d'étendre son champ de compétences. Maintenant, nous renseignons plus que sur la commune. Nous renseignons un peu sur toutes les communes du Sud, notamment à savoir les excursions, les activités socio-professionnelles, restaurants, hôtels. Officiellement opérationnel depuis octobre 2017, l'Office de tourisme intercommunal est géré depuis les locaux de l'Espace Sud. Une stratégie globale a dû être élaborée pour l'ensemble des communes. Valoriser, faire la promotion de notre nouvelle marque de destination, la marque Sud Martinique. Intervenir également sur la promotion d'itinéraires spécifiques autour de la gastronomie, du patrimoine, de la croissance bleue, de l'écotourisme. Pour l'Espace Sud, les enjeux sont bien là, car en matière de tourisme, le Sud est la partie de l'île la plus privilégiée. C'est aussi là que se concentrent la plupart des hôtels. Près de 70% des touristes résident dans le Sud, ce qui fait qu'effectivement, sur le Sud, c'est un atout fort. Donc sur cette mise en place, au début il y a eu un certain nombre de difficultés qui peuvent paraître normales. Nous avons essayé de mettre en place des séminaires, des actions pour pouvoir informer les élus, les socioprofessionnels, les agents sur ce transfert de compétences. Toutes les communes du Sud sont concernées par la reprise des offices de tourisme, à l'exception du Marais en raison de problèmes d'ordre administratif et de Sainte-Luce, où l'office de tourisme avait été liquidé et n'a pu rouvrir. Plus de 3000 appels de détresse, 405 nouvelles femmes accueillies. L'Union des femmes de Martinique n'a pas chômé en 2017. L'association a organisé une conférence de presse cet après-midi pour présenter les ambitions de 2018. La campagne est baptisée « Audacieuse et offensif ». Audacieux et offensive pour en finir avec le sexisme. En gros, il s'agit d'associer les hommes à la lutte des femmes pour mieux faire avancer les choses. Voyez les précisions de la présidente de l'UFM recueillies par Loïc Régis. Nous pensons que et les femmes et les hommes ont besoin, ont nécessité de cette audace et de ces actions offensives pour pouvoir
faire avancer, faire changer les mentalités, faire que le sexisme recule dans notre société martiniquaise, parce que c'est ce sexisme au quotidien qui amène aux violences envers les femmes. Pour le premier semestre de cette année 2018, nous avons un débat que nous prévoyons dans le cadre du 8 mars, donc on va innover aussi, on le fait dans l'audace. Il va se dérouler dans la rue Lamartine, devant notre siège, et nous aurons 2 ateliers, un atelier homme et un atelier femme, qui vont réfléchir séparément et qui vont ensuite se retrouver pour faire une synthèse et proposer des actions concrètes, chacun de leur côté, comment faire pour faire avancer notre société martiniquaise. Nous devons aussi continuer la pétition qui a été lancée fin janvier et qui demande que soit mise en place une politique locale, véritablement une politique locale de lutte contre les violences envers les femmes. Et là, nous interpellons les élus locaux. L'État fait déjà, mais nos élus à nous, qui sont responsables du développement de la société martiniquaise, eh bien, que font-ils ? Elles ne font pas bon ménage avec les déchets domestiques et pourtant elles sont encore trop souvent jetées dans les poubelles. Les seringues usagées représentent un véritable danger de contamination pour les personnes chargées de collecter les poubelles. Pourtant, de nombreux moyens de collecte existent déjà. Une séance de rappel a été organisée par l'Agence nationale de collecte aujourd'hui en Guadeloupe. Voyez ce compte-rendu de Karen Diama. 4 ans après son lancement, le dispositif des boîtes à aiguilles a permis de récolter près de 39% des déchets perforants. Des perforants, donc des déchets de soins perforants, étaient retrouvés dans les déchets ménagers et causaient des accidents. Donc c'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité mettre en place un dispositif spécifique, entièrement financé par les industries de santé et donc proposé gratuitement aux patients en autotraitement, ayant vocation à sortir ces déchets du circuit des déchets ménagers. En Guadeloupe, 17 000 patients sont concernés par ce dispositif, disponible dans les 150 pharmacies de l'archipel. Pour les patients donc, qui se soignent à leur domicile et qui produisent des déchets qu'on qualifie de perforants, c'est-à-dire des seringues, des stylos insuline, des lancettes, bref, des dispositifs médicaux qui sont susceptibles, s'ils ne sont pas collectés et traités correctement, de causer des accidents dans la collecte des déchets ménagers, notamment pour les agents qui collectent ou qui trient ce type de déchets. Prochaine étape, mutualiser l'ensemble des actions et tenter de récolter entre 60 et 80% des déchets perforants de la Guadeloupe. Aujourd'hui, autour de la table, nous trouvons les associations de patients qui sont les bénéficiaires de ce dispositif, mais aussi les collectivités locales qui communiquent sur ce dispositif et qui emploient souvent les agents qui sont amenés à collecter et à traiter ces déchets, mais aussi les services de l'État qui sont concernés, notamment les services de santé comme l'Agence régionale de santé, ainsi que les professionnels de santé. Les pharmaciens sont la clé de voûte de ce dispositif. Ils sont donc présents à cette réunion, ainsi que divers acteurs susceptibles d'être concernés par le sujet. À l'échelle nationale, 77% de ces déchets ont pu être traités en 2016, outre-mer inclus. Toujours en Guadeloupe, qui se prépare à accueillir les indésirables algues brunes. Les sargasses sont prévues dans l'île Sœur d'ici 2 semaines selon l'ARS. Les communes se préparent donc à y faire face, comme ont pu le constater Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter sur la plage de Saint-Félix au Gosier. Regardez. Lutter contre l'échouage de ces algues sur nos côtes, c'est l'objectif de cette mission Sargasses, réalisée sur le territoire de la Carle, sous l'égide du sous-préfet. Le but de cette mission, c'est de venir sur le terrain pour s'assurer que les communes sont prêtes et qu'elles ont pris les dispositions pour permettre l'enlèvement des sargasses qui vont s'échouer sur le rivage. On a constaté aujourd'hui, à l'occasion de ce déplacement sur la Riviera, que la communauté d'agglomération avait déjà bien travaillé sur le sujet et qu'elle avait pris des dispositions préventives pour permettre cet enlèvement et être prête au moment où les échouages allaient arriver. Nous sommes prêts parce que nous avons un prestataire qui intervient pour nous. Donc à ce niveau-là, nous sommes prêts. Est-ce suffisant ? Ça dépendra de l'importance de l'arrivée des sargasses. Manifestement, je crois que l'État devra aussi nous accompagner, mais l'enveloppe qui est annoncée aujourd'hui est de 500 000 €. Mais pas pour la Carle, pour toute la Guadeloupe. Et surtout, cette enveloppe est destinée spécifiquement à l'acquisition de matériel
pour les communes, pour le nettoyage quotidien au niveau des plages. Publié toutes les semaines par la DEAL, le bulletin de veille satellitaire permet de repérer les masses de sargasses en pleine mer. On se charge d'identifier les masses de sargasses au large et tenter de prévenir leur arrivée sur les côtes. Donc en cas d'identification de masse assez large de grands radeaux de sargasses à proximité des côtes, dans les 50 km on va dire, ou les 100 km des côtes, il y a un bureau d'études aussi qui fait un travail de modélisation et qui prévoit les trajectoires en fonction des vents et des courants. Donc ça nous amène à déclencher parfois des alertes. Donc ça c'est sous forme de bulletins qui sont publiés sur le site de la DEAL régulièrement et qui sont consultables par tous. Pour le moment c'est plutôt le sud de l'arc antillais qui est touché. Il y a des bancs qui arrivent vers la Guadeloupe, notamment un banc assez allongé, mais dont on ne connaît pas forcément la densité. Donc on sait qu'il est long, on ne sait pas s'il y a beaucoup d'algues dedans. Il fait plusieurs dizaines de kilomètres de long et il se rapproche progressivement de la Guadeloupe. Donc ça sera vraisemblablement, si c'est un banc de sargasses très dense, les Saintes, Marie-Galante qui seront touchés parmi les premiers. Une masse massive de sargasses de plusieurs dizaines de kilomètres de long a donc déjà été repérée non loin de nos côtes. Cette masse devrait atteindre le rivage d'ici les prochains jours. De retour en Martinique, ATV toujours plus proche de vous, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène dans la capitale où les commerçants sont très sollicités en cette période de carnaval. À 3 jours du dimanche gras, les clients se bousculent pour préparer leur parade. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Comme des centaines de Martiniquais, j'ai décidé d'aller faire les magasins, histoire de voir ce qui se passe côté thème pour le carnaval. Il y a les soirées, il y a bien sûr les vidées. Je peux vous dire que cette année, ça s'annonce chaudement. Regardez un petit peu les articles que l'on propose et puis le comportement d'une clientèle qui attendait avec impatience ce carnaval 2008. La plupart des rues de Fort-de-France arborent les couleurs du carnaval. Enfin tourner la page d'un mois de janvier assez désespérant pour le business. La clientèle est de sortie, justement, c'est le moment idéal pour préparer ces délires carnavalesques. C'est un petit peu compliqué, surtout pour les filles. Bon, les garçons, c'est pas grave, mais pour les filles, c'est difficile. Qu'est-ce que vous cherchez? Des petits hauts, des jupes tulles, c'est très compliqué pour chercher. Il faut que chaque année, je descende, je fouille tous les magasins de Fort-de-France à la recherche du moindre petit détail, pour pouvoir m'habiller, pour être au top dans les soirées. Vidéo ou soirée à thème, l'essentiel étant de dénicher l'accessoire, la tenue qui fera sensation. Parfois, cela impose quelques bons déplacements dans la ville. Chaque vitrine est alors scrupuleusement détaillée et avec un peu de bonheur, on peut tomber sur la perle rare, enfin, façon de parler. Il faut des vêtements en latex ou bien des menottes, fouets, des choses comme ça. Chaud. Un peu. Ce soir, je suis dans une soirée orgie romaine. Là, je cherche des tenues qui seront en lien avec la soirée. Donc, pour être dans une tenue romaine et en même temps, effectivement, que ça déborde un petit peu vers l'orgie. Et un peu partout, cette même ferveur précédant la fièvre du carnaval. Ça a commencé depuis décembre. Oui, tout de suite après la Noël, on a eu l'affoulement. Les gens commencent à demander qu'est-ce qu'il fallait, les jupes tulles, les tenues pour les soirées à thème. Donc les gens ont commencé cette année, ils ont commencé très tôt le carnaval. Qu'est-ce qui marche le plus cette année? Cette année, la tendance, ce sont les tulles. Comme d'habitude, les femmes sont ultra majoritaires dans la recherche d'articles du carnaval. C'est vrai que nous, les hommes, on est beaucoup moins compliqués. Tu vas pas me dire que tu vas prendre ça, tu vas mettre ça pour la soirée, non? Ma fille. Ah, c'est ta fille. Bon, ben voilà. En tout cas, voilà ce que j'ai trouvé ça me plaît bien. Regarde. Ça sera la tendance aussi du carnaval. Les jeunes femmes, elles vont porter ça comme ça. Mais je sais pas comment tu t'habilles. Ça fait rien. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du supermarché Carrefour Market au François. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque-Pays. A tout de suite. Toutes vos passions sont dans la box 4K de SFR.
Tous les cinémas, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.